Chers amis, bonjour. Nous sommes le mois et les jours qui précèdent Pessah. On a déjà commencé hier avec les différentes compréhensions de qu'est-ce que représente cette fête. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les lois et c'est comme ça qu'on va faire, si Dieu veut, tous les mardis jusqu'à Pessah. Car la halakha nous demande que 30 jours avant la fête, on a le devoir d'apprendre les lois pour comprendre quoi faire, comment faire. Et comme la fête de Pessah, c'est une fête dans laquelle il y a énormément de lois, énormément de différentes coutumes, on va s'arrêter sur les différentes lois comme on a l'habitude, soit pour les coutumes ashkénazes, soit pour les coutumes séfarades. Éventuellement, essayer de voir ensemble, surtout par rapport à ce qui concerne les lois du Chametz. Qu'est-ce que le Chametz? Comment définir le Chametz tout court? Est-ce que tout ce qui contient du Chametz est formellement interdit? Est-ce qu'il faudrait avoir, comme on l'a mis par exemple dans la question, shampoing et dentifrice caché à la Pessah, savon caché à la Pessah, médicaments cachés à la Pessah? Il y a tellement d'autres choses. C'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans un monde où les gens ne se posent pas trop de questions et les gens ils se disent tout ce que je peux acheter caché à la Pessah, je vais le faire. Mais la question qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est d'abord savoir la halakha, savoir la règle, savoir la loi, et après on verra quels sont les minagim, quelles sont les différentes coutumes, et pas seulement en termes de minagim, mais surtout en termes de coutumes. Et donc on va voir aujourd'hui, on va commencer par le début, en espérant que si Dieu veut jusqu'à Pessah, on va pouvoir couvrir la majorité des lois et la majorité des événements. En commençant d'abord par tout ce qui est l'aspect historique. D'où vient cette fête de Pessah? Qu'est-ce que représente Pessah? Pourquoi on a l'habitude, Pessah va dire de faire un tel nettoyage? Pourquoi on fait un tel nettoyage avec le Chametz? Qu'est-ce que Pessah vient représenter? Bien sûr, Pessah d'abord c'est venu représenter le fait que nous sommes sortis d'Égypte. Ça c'est la première des choses. Dieu nous a libérés d'Égypte, nous a fait sortir d'Égypte. On a parlé longuement hier dans le cours sur le sens spirituel de Pessah, basé sur les lettres du Rabbi qu'on peut revoir sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. La délivrance d'Égypte s'est passée le 15 Nissan. Elle dure 7 jours. Ça s'est passé dans l'année 2448, donc il y a 3331 ans exactement. Dans la Torah, la fête ne s'appelle pas la fête de Pessah, elle s'appelle la fête de Chag HaMatzot. La fête de Matzot, parce qu'on a une mitzvah particulière Pessah de manger de la matzah. Les Chachamim l'ont appelé Pessah sur le nom du sacrifice de l'agneau pascal qu'on avait l'habitude d'amener la veille de Pessah et on avait l'habitude de le manger le soir du Seder. On va voir aujourd'hui les notions de qu'est-ce que le Chametz. Mais d'abord, essayons de voir qu'est-ce que c'est cette fête en termes de Yom Tov. Premier jour et 7e jour en Israël et en dehors d'Israël, en diaspora, c'est le 2 premiers jours, 2 derniers jours, c'est considéré Yom Tov. On n'a pas le droit de travailler. On peut faire seulement des choses qui sont pour préparer à manger, Ochel Nefesh, on verra ça plus tard. Les autres jours, les jours entre les jours de Yom Tov sont appelés Chol HaMoed, qui veut dire ce sont des jours qui sont des jours de semaine et pas des jours de Shabbat. Mais c'est quand même des jours de fête, demi-fête, et on n'a pas le droit de faire certains travaux à l'intérieur. En général, on n'a pas le droit de faire des choses qui ne sont pas directement liées à la fête, des choses qui ont besoin d'un certain professionnalisme, ou un certain, on va dire, un certain aspect qui demande certains efforts, ou bien une certaine fatigue. On verra après plus tard quels sont les détails, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, Chol HaMoed, et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. La fête de Pessah, ça fait partie des 3 fêtes qu'on avait l'habitude de monter au temple, c'est pour ça que ça appelait aussi un règle. On avait l'habitude de monter au temple pendant les Shalosh Regalim. À part tout ça, on a les composants qui sont particuliers pour Pessah, les mitzvot particuliers pour Pessah, l'interdiction du Chametz pendant toute la fête, comme on va tout de suite voir. On va rentrer dans les détails pour expliquer et comprendre c'est quoi le Chametz, c'est Ifret, et on verra les mitzvot que nous avons, surtout la première nuit de Pessah, d'après la Torah, manger la matzah, manger le maror, et l'histoire de la sortie d'Égypte. On va expliquer ça plus tard, les différentes notions, et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire, les quantités, quoi et comment. Au temps du temple, il y avait une autre mitzvah qui était le Korban Pessah, manger le sacrifice de l'année pascal, le 14 soir. À part ces mitzvot, les Chachamim aussi instauré de boire, les sages ont instauré la mitzvah de boire les 4 verres de vin comme expression de liberté, dire le Hallel, raconter l'histoire de la Haggadah et toutes ces lois qui sont composées avec Pessah. On les verra si Dieu veut plus tard dans les cours qui avancent. Et pour l'instant,
On va s'intéresser aujourd'hui essentiellement d'abord avec le chametz en comprenant qu'est-ce que le chametz. Qu'est-ce qui s'est passé? On est sorti d'Égypte, la Torah nous raconte, on est sorti de manière rapide. On a dû courir à tel point que le pain qu'ils ont préparé pour avoir à manger dans la route, le pain n'a pas eu le temps de gonfler. C'est comme si je te dis aujourd'hui que tu pars en vacances, tu prends 10 heures de route et tu n'as pas le temps de préparer le sandwich et tu as commencé à mettre le pain au four et le pain il n'a pas cuit, tu le prends demi-cuit, tu vas dire sors-le et on y va. Aujourd'hui, je ne sais pas si on aurait fait ça. On a parlé longuement, comme hier, dans le cours de Pessah qu'on avait hier après-midi, comme quoi c'était vraiment la émouna, le bitachon, cette foi que le peuple juif a eu à l'époque, de pouvoir partir des millions de personnes sans avoir dit comment manger le lendemain, ni qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, c'était une des marques de fabrique du peuple juif. On a expliqué longuement avec cette lettre que Rabbi l'a écrit pour la préparation à Pessah à tout le peuple juif en 1961. On peut le revoir sur l'application e-Torah. La Torah nous dit Vatechazak Mitzrayim Alaam. Les Égyptiens ont dépêché tout le monde, les Maher, les Shachram et Naaretz, dépêchez-vous, partez. Vaïssa Ahmed Betseko Terem Yechmat. Le peuple juif a dû porter son pain, sa pâte avant qu'il commence à fermenter. La fête de Pessah est venue d'ailleurs pour nous rappeler cet événement historique de la sortie d'Égypte. Et donc, à part le devoir de manger de la matzah, on a l'interdiction de manger du chametz. Regardons ce que la Torah nous dit. L'otochal alav chametz, tu n'as pas le droit de manger du chametz. Qui? Parce que Bechipazon, rapidement, Yatzata Meretz Mitzrayim, tu es sorti d'Égypte. Le man, Tiskor, et Yom Tzetra Meretz Mitzrayim, Kol Imechayecha, afin de te rappeler le jour de ta sortie d'Égypte, toute ta vie. Plusieurs fois, la Torah nous dit l'interdiction de manger du chametz. Il y a plusieurs versets. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de raisons matérielles, spirituelles, pourquoi on ne mange pas le chametz. On sait très bien que le Zohar nous dit que la sortie d'Égypte, c'était pour briser tout ce qui était les forces du mal d'en haut, et le fait que le peuple juif est passé de la domination sous les Égyptiens à être sous le joug de Dieu. Le chametz, Rabbi Shimon dans le Zohar te dit, vient allusionner à tout ce qui est le mauvais penchant, les forces du mal, et quand on se libère du chametz, on se libère de toutes les forces du mal et du mauvais penchant, et on doit le faire dans le moment de Pessah, on doit se sentir totalement libre. Pourquoi le mauvais penchant est comparé au chametz? Pourquoi le mauvais penchant est comparé à tout ce qui est ce levain, à tout ce qui fermente? Le Zohar t'explique que le levain influence sur la pâte. Avec le temps, un peu de levain fait gonfler la pâte. Le mauvais penchant, avec le temps, fait gonfler la personne avec un ego, etc. et fait en sorte que toute la personne devient quelque chose de mauvais. Rabbeinu Bechai t'écrit en te disant qu'on a toujours comparé le mauvais penchant au levain, en te disant ce que la Gemara te dit, qu'on voudrait vraiment faire ce que Dieu il attend de nous. Mime Akev, c'est qui empêche? Seor Shebaïssa, le levain qu'il y a dans la farine, c'est ce qu'il y a dans la pâte. Bref, les Chachamim, quand ils disent sur quelqu'un qui est devenu mauvais, qui commence à faire des bêtises, on dit qu'il est devenu chametz, il est devenu gonflé. Le Tzemar Tzedek nous explique qu'en réalité, l'orgueil et tout ce qui est cet égoïsme, comme le chametz qui gonfle, c'est la source de tous les malheurs, la source de toutes les mauvaises choses. Et on sait très bien ce que le Rabbi nous explique, la différence entre chametz et matzah, c'est exactement les mêmes lettres, sauf que dans chametz c'est un chet, matzah c'est un he, le même et le tzadik c'est les mêmes, et qui donne allusion au fait que quelqu'un qui est plein d'orgueil, il n'a pas de moyen de pouvoir s'en sortir, seulement de descendre vers le bas. Le chet il est fermé d'en haut, donc il peut descendre vers le bas, je vais t'asseoir, alors que la matzah, puisque le he est ouvert en haut, puisque le he est ouvert, automatiquement il a la possibilité, tu en as une? Puisque la prochaine fois je pense. Regarde dans les tefilines puisque la matzah elle est par contre la matzah le he il est ouvert vers le haut, puisque le he il est ouvert vers le haut, automatiquement il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on est garanti que la personne pourra un jour faire tchouva et pourra un jour réparer, changer. Ok, la question qui est demandée, qu'est-ce que le chametz? Dans la halakha, on te définit que le chametz est comparé avec les 5 céréales. Les 5 fameuses céréales qu'on a, le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Ça, ce sont les 5 céréales. Maintenant, quand tu as des graines des céréales, ou bien de leur farine qui est en contact avec de l'eau, n'importe quel autre élément ne peut pas devenir chametz, si ce n'est pas de l'eau. Si tu n'as pas les cuire rapidement, automatiquement, ils peuvent commencer à passer à ce processus chimique qui est de fermentation et automatiquement devenir chametz. Ça, c'est la base de qu'est-ce que c'est le chametz. Maintenant, dans chaque maison et dans chaque cuisine, tu as la place sur la table. Dans chaque maison et dans chaque cuisine, on a des éléments qui sont totalement chametz. Par exemple, les pains, gâteaux, les pâtes, différentes
emballage qui peut contenir du chametz. Tu as des boissons qui viennent à base de céréales qui sont 100% du chametz, comme par exemple tu as la bière, la vodka, certains vodkas qui sont faits à base d'alcool, base de céréales, automatiquement ils sont chametz. Mais c'est important de dire, et ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, qu'il y a pas mal d'éléments qu'on peut avoir dans la maison qui pourraient éventuellement contenir du chametz. Et on parle surtout de tout ce qui est fait avec des produits manufacturés, qu'il contient à l'intérieur de l'amidon de farine, ou bien qui sont faits à base de farine, et même si à l'apparence ils ne sont pas chametz, mais puisqu'ils contiennent à l'intérieur quelque chose qui est chametz, automatiquement eux aussi sont considérés chametz. Alors, qu'est-ce que le chametz et quelle est l'interdiction du chametz? On verra d'après le décisionnaire Ashkenaz et Sepharad. Mais sur la table, en même temps, à l'aise. Première interdiction que nous avons avec le chametz, c'est le fait de ne pas pouvoir en manger. Numéro 1, c'est la base, on n'a pas le droit de manger du chametz. Deuxièmement, à part le fait de ne pas en manger, on n'a pas le droit de faire avec le chametz n'importe quelle utilisation quelconque, ce qui est appelé dans la halakha interdiction d'en profiter. Par exemple, d'en vendre pour gagner de l'argent, ou bien de pouvoir donner ce chametz pour pouvoir bénéficier, avoir un certain profit grâce à ce chametz. Pareil, tu n'as pas le droit de donner un chametz pur à ton ami, qui est éventuellement, aux animaux que tu as à la maison, du pur chametz, des gâteaux, du pain, etc., tu ne peux pas leur donner pendant Pessah. On ne va pas parler maintenant de toutes les choses dérivées, on va arriver plus tard. Pour l'instant, on parle du chametz pur, du gâteau, du pain, etc., tu ne peux pas leur donner. On arrive une seconde. On va voir toutes les lois de chametz en un coup, mais on va commencer, on a plusieurs coups. On n'a pas le droit, tu vois dans la prochaine page, on n'a pas le droit d'avoir, donc ça c'était la deuxième interdiction. Première interdiction d'en manger, deuxième d'en profiter, troisième de le garder, d'en avoir chez soi. Il y a une interdiction particulière d'avoir du chametz dans ton domaine pendant Pessah, même si tu fais rien avec. Le fait d'en avoir, d'en posséder, tu ne peux pas en posséder. Très bien. Cette interdiction est mentionnée dans la Torah sur le nom Bal Yiraeh ou Bal Yimatzeh. Tu n'as pas le droit d'en voir et tu n'as pas le droit d'en trouver. Pourquoi? Puisque la Torah elle te dit Shivat Yamim, 7 jours. Ce or, du levain, ça c'est le chametz qui est arrivé à le gonfler, jusqu'à ce que quand, c'est-à-dire c'est automatiquement quand tu mélanges cette pâte qui est devenue du levain, cette mélange d'un morceau de ce levain dans la pâte, automatiquement ça fait gonfler la pâte. Lo yimatzeh bebatechem, tu n'as pas le droit d'en trouver chez toi. Et la Torah continue, Velo yiraeh lecha chametz, tu n'as pas le droit d'en voir, tu n'as pas le droit de voir du chametz. Velo yiraeh lecha seot, tu n'as pas le droit de voir du levain, bechol gvulecha dans tout le domaine. Après, on verra plus tard, dans les prochains cours, comment on fait attention justement à ne pas en voir, à ne pas en trouver. Par ça qu'on fait la vente du chametz, qui est énormément important. La vente du chametz et, bien sûr, la recherche du chametz, etc. Tout ça, on verra plus tard. Le deuxième problème que nous avons avec le chametz, avec quoi c'est différent de toutes les autres lois, de tout ce que nous avons à Pessah. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on va voir l'importance de faire la vente du chametz pour ne pas transgresser ces différentes interdictions. La recherche du chametz, on verra ça plus tard. Maintenant, le problème qu'on a avec le chametz, c'est que la Torah l'a interdit même avec une seule graine, un seul gramme. Pas 60%, c'est pas annulé dans un 60e, c'est pas annulé dans un centième. La Torah te dit que même 1 gramme de chametz est totalement interdit. Alors il y a des raisons, dans la Gemara elle te dit, au nom de Rav, qu'un mélange de chametz est interdit même avec quoi que ce soit, et c'est comme ça que la halakha, c'est vraiment une grande chumra, on va dire, c'est vraiment une grande rigueur que la Torah la considère avec le chametz, qu'on ne trouve nulle part dans aucune autre interdiction de la Torah. On n'a pas une autre interdiction de la Torah dans laquelle on te dit que 1 gramme de chametz, imagine-toi un grain de couscous, sur, je sais pas, dans une marmite, automatiquement, la marmite, tu ne peux pas l'utiliser pendant Pessah. Question? Non. Vas-y. L'Admor Azaken t'explique les raisons, parce qu'on sait que le Shulchan Aruch, Admor Azaken vient te donner les raisons à la faute, et te dit c'est très simple. La Torah, elle est très très dure avec le chametz. La Torah, elle te dit que quelqu'un, il est chayav karet, d'être retranché du peuple juif s'il mange du chametz, ou même d'en avoir chez soi. Et le problème du chametz, c'est que c'est beaucoup plus facile de tomber, de trébucher avec le chametz qu'avec tous les autres éléments qu'on pourrait avoir. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, du manger non cachère, une personne n'en a pas chez soi. Tu sais que tu ne manges pas certaines choses qui ne sont pas cachères, tu ne risques pas de tomber dedans. Alors que le chametz, c'est au contraire, il n'y a pas un jour où tu ne bénéficies pas du chametz. Il n'y a pas un jour où tu n'es pas en contact avec le chametz. Et donc, automatiquement, c'est beaucoup plus dur de pouvoir s'en séparer. Autant les autres choses, tu peux t'en séparer, parce que tu sais que tu n'en touches pas toute l'année, tu n'en manges pas, c'est non, c'est interdit, c'est interdit. De toute façon, tu n'en as pas. Le chametz, tu vis avec, et c'est permis tous les jours. Et on te dit que tu dois en manger tous les jours. On verra plus tard que la fête de Shavuot, tu dois la faire sur du lechem, sur du pain, et pas sur des matzot. Bref, tu es en contact avec le chametz quotidiennement, et c'est difficile de s'en séparer.
Pas, je veux dire, sans faire attention, parfois, tu risques de te tromper, de faire une erreur et d'avoir un contact avec le chametz. Maintenant, elle t'explique, c'est la raison pour laquelle la Torah, elle te dit que le chametz est interdit, même avec un quelque chose. Et c'est un sens halachique dans le terme qu'on va voir quels sont les horaires à partir du quand le chametz est interdit, quels sont les horaires qu'on peut racheter le chametz. Avant d'avancer dans tout ça, d'abord, restons sur le sujet d'aujourd'hui qui est, c'est quoi le chametz? Certains mangers, certaines boissons que eux-mêmes sont totalement propres de chametz, c'est-à-dire ils n'ont pas de chametz, ils ne sont pas faits à base de chametz, mais ça s'est mélangé à l'intérieur d'eux, une graine ou une goutte de chametz, ils sont 100% interdits. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu as des noix de coco, si tu as un saladier de fruits, dans lequel tu as un morceau de gâteau qui est tombé à l'intérieur, ou des miettes de gâteau qui sont tombées à l'intérieur, ou si tu as une goutte de bière qui est tombée dans une bouteille d'eau, ou si tu as une graine de couscous dans un plat de 10 kg de viande, peu importe, tout le mélange est considéré chametz et tu n'as pas le droit d'en manger. À la base, quelque chose qui n'est pas considéré du manger ou des boissons, écoute bien ces détails, ça c'est important, même s'il a à l'intérieur des composants qui sont faits à base de céréales ou à base d'éléments qui sont chametz, ces choses-là ne sont pas considérées chametz, puisque ce n'est pas du manger ou ce n'est pas du boisson pour consommation pour l'humain. Et donc, il n'y a aucun problème d'utiliser Pessah, que ce soit des produits de maquillage, produits de maquillage, que ce soit des serviettes comme des lingettes, que ce soit des différents parfums, que ce soit différentes crèmes, différents éléments cosmétiques, du shampoing, des savons, même si à l'intérieur ils ont de l'alcool qui est fait à base de céréales, qui est 100% chametz. Alors on va y arriver au rouge à lèvres, etc. On va y arriver à tout ça. Pour hommes, 100% tu as le droit toute l'année. Non, on va voir. Mais non, je t'ai des hommes qui se maquillent. On ne parle pas du tout de tout ce qui est, tous les éléments, les produits pour nettoyer. Produits de nettoyage, pour la vaisselle, pour les toilettes ou pour l'accessoire, que tu n'as pas besoin d'avoir une cache-croûte de Pessah et tu peux les utiliser convenablement, normalement, comme tu as envie. Alors, on ne va pas rentrer dans le sujet, dans le débat commercial. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu as tout et n'importe quoi qui est fait avec une cache-croûte de Pessah, des assiettes cachées de Pessah, du plastique caché de Pessah. Tu as de la vaisselle en plastique cachée de Pessah, papier aluminium caché de Pessah, j'en passe. On ne va pas rentrer parce qu'on va commencer à se battre avec le monde entier. On est en train de voir aujourd'hui le din. C'est quoi la halakha? Après, si tu as envie de faire des folies, tu as envie d'acheter du papier de toilette caché de Pessah, Baruch haba, comme on dit, bienvenue, mangez, il n'y a pas de problème. D'accord? Il y en a qui vont te dire que sur la peau d'orange, il y a certains produits qui sont faits, que ça va faire que tu pourrais risquer après toucher avec ta main quelque chose. Je rentre pas dans tout ça, c'est pas le sujet. Si quelqu'un veut poser des questions en privé, avec grand plaisir. Vas-y, pose des questions. C'est pour se brosser les dents. On va y arriver, on va arriver à brosser les dents. On va parler du dentifrice, on va parler justement du dentifrice juste après. Mais après, non. il y en a qui disent que si un chien, s'il ne mange pas... On va y arriver, on va parler de tout ça. Ah, okay. On va pas seulement parler des êtres humains, on va parler des chiens aussi. De la même cause, de la même raison, on va parler des chiens aussi. Si les chiens ne mangent pas avec cette huile, Voilà, on va y arriver, on va le dire, t'inquiète, on va le dire. D'accord? Alors de la même raison, c'est la même raison pourquoi on te dit que même des éléments ou des produits qui sont en contact avec le manger, on a le droit de les utiliser normalement parce qu'eux-mêmes ne sont pas du manger. Et donc, par exemple, tu n'as pas besoin d'avoir une cache-croûte particulière pour tout ce qui est la vaisselle plastique jetable, tout ce qui sont des barquettes aluminium, tout ce qui sont des sachets de manger, des Ziploc bags, etc. Alors oui, il y a certains pays, par exemple en Argentine, que tous les barquettes aluminium sont huilées. Mais ça, c'est un problème que tu as pas seulement fait ça, tu as un problème toute l'année avec. Et que certains te disent, il faut que tu les brûles d'abord, tu les fais brûler sur le feu, parce qu'on ne sait pas d'où exactement vient cette huile, cette graisse, je ne rentre pas dans les détails. Mais on parle maintenant dans les pays normaux, civilisation normale, on n'est pas dans le troisième monde, comme on dit. Un pays normal dans lequel les choses sont propres, sont clean, sont fermées. Tu as le droit de donner à manger à un chien ou à des poissons, de manger qui a peut-être des composants du chametz, si ce manger n'est pas apte pour un être humain. Comme j'ai dit tout à l'heure, donner du chametz pur à ton chien, en plus, tu n'as pas le droit. Mais si c'est des croquettes ou des choses pareilles qui ne sont pas faites pour l'humain et que l'humain ne peut pas l'utiliser, tu pourrais éventuellement les donner. Pour l'instant, encore une fois, on voit le din. Après, on verra les khumrot, on verra les rigueurs, on verra les coutumes, etc. Pareil, si tu as du manger qui s'est détérioré, qui a moisi, qui a pourri, qui n'est plus bon, à tel point que même un chien ne peut pas en manger, c'est pas interdit de les garder pour le chametz. Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire avec, mais c'est pas interdit à cause du chametz qui n'est plus apte à la consommation d'un humain. Mais là, il faut dire autre chose, et ça c'est le point important que tu as rappelé Jordan. Ces éléments
ils ne sont pas considérés du chametz. Ça ne veut pas dire que tu as le droit d'en manger. Parce que, au final, le goût du chametz se trouve à l'intérieur. Et puisque le goût du chametz se trouve à l'intérieur, c'est un composant important dans le langage halachique, ça s'appelle archevé, donne de l'importance à l'élément. D'accord? C'est pas parce que tu peux le garder, tu ne transgresses pas d'avoir du chametz chez toi à la maison, parce que ce n'est pas considéré du chametz pour un humain, que pour autant, tu peux en manger. Je parle pas de ça. Parlons maintenant des médicaments. Les médicaments et tout ce qu'on rajoute pour les vitamines, ou tout ce qui sont des compléments alimentaires, qui a dedans un goût, comme le sirop, comme des pastilles à sucer ou quoi que ce soit, comme des bonbons à sucer, etc. Bien sûr qu'on a besoin qu'ils soient cachés à la Pessah, du fait qu'ils ont un goût et que la personne elle bénéficie de ce goût. Si c'est à la fraise, si c'est n'importe quel autre goût, etc. Et il y a pour ça aujourd'hui les listes de médicaments qui sortent dans le monde entier avec les différentes autorités de cacheroute, dans lesquelles on te dit les médicaments de ces produits-là qui sont adaptés pour Pessah. On ne parle pas du tout des médicaments vitaux, comme pour la tension, ou comme pour le cœur, ou comme pour quoi que ce soit, que même pas besoin de commencer à chercher s'il y en a caché le Pessah, la personne peut l'utiliser sans problème. Mais des médicaments généraux, qu'il n'y a pas de goût, comme par exemple des cachets, je ne sais pas, de l'iprane, des choses pareilles, ils n'ont pas besoin d'avoir un cachet pour Pessah. Concrètement, puisqu'on les avale, certains sont mahmir, sont rigoureux, de te dire qu'il faut s'assurer qu'ils soient cachés avec Pessah. Tu me demandes est-ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin. Certains veulent avoir cette trompera, pourquoi pas. Mais de là que personne hésite à prendre un médicament vital parce qu'il ne trouve pas le même au cachet avec Pessah, ne pas faire de telles bêtises. Quand quelqu'un il a besoin d'un médicament qui faut une cacheroute, comme l'était là par exemple, qui a un bon goût, etc., mais qui ne trouve pas l'équivalent en cachet avec Pessah, c'est important de demander à un rave pour pouvoir voir chaque dossier et chaque cas à part, au cas par cas, voir quel médicament peut être remplacé ou pas remplacé. Il y a certaines personnes que s'ils vont changer de médicament, changer de molécule ou changer de fabrication pendant Pessah, ça peut dérégler tout leur système. Pas si simple que ça faut demander à un rave et savoir quoi faire. Un dentifrice n'a pas besoin d'avoir cachet à la Pessah. Pourquoi? Parce qu'une personne normale ne fait pas le repas du midi ou le repas du soir sur du dentifrice. On ne mange pas de dentifrice. Comme ça rentre dans la bouche, certains font un ido, veulent embellir la mitzvah et prennent cachet à la Pessah. Halachiquement parlant, c'est pas considéré du manger, tu n'as pas besoin de le faire. Si quelqu'un il veut le faire, pourquoi pas? Comme j'ai dit, c'est un ido, après la lacha, il n'y a pas besoin. Prenons tout ce qui est le papier éponge, tout ce qui est les assiettes, le papier, pas papier toilette, papier, j'ai oublié comment on appelle ça, le papier sopalin, ou bien les serviettes pour essuyer, pour le repas, etc. Certains te disent que tu as de la midon à l'intérieur de farine, et puis qu'ils sont en contact avec le manger. Si tu vas mettre du manger à l'intérieur ou quoi que ce soit, il y en a qui te disent qu'il vaut mieux qu'il soit un produit caché à la Pessah. Les cigarettes, pas besoin d'être caché à la Pessah. Il y en a qui préfèrent ne pas fumer pendant tout Pessah pour d'autres raisons. Moi, j'aurais dit ne pas fumer toute l'année, c'est encore mieux. Mais il y en a qui préfèrent pas fumer. Mais encore une fois, est-ce que tu as besoin d'avoir une cigarette cachée à la Pessah? Tu peux avoir une cigarette cachée à la Pessah, tu n'as pas besoin. Prenons tout ce qui sont les crèmes. Crème de main, les produits pour nettoyer la vaisselle, crème pour la lèvre. Même si on risque d'avaler un peu de ça, on n'a pas besoin d'avoir un produit caché à la Pessah, parce que d'abord tu ne cherches pas à avaler cette crème, et tu ne veux pas considérer le chametz qui est à l'intérieur comme un élément important, que c'est pour ça que tu as mis la crème, parce que tu voulais avoir le goût de la crème pour pouvoir l'avaler et être rassasié. L'interdiction du chametz, c'est une interdiction qui se passe en général pendant tout Pessah. Mais en réalité, elle commence déjà un peu avant la fête, comme on va tout de suite voir. Puisque la Torah elle te dit, Vezavarta Pesach Hashem Elokecha, tu devras amener un sacrifice à Dieu, ton Dieu, le sacrifice de l'année pascale, l'otochal à la chametz. Tu ne pourras pas manger du chametz. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de manger du chametz au moment où on amène le sacrifice de l'année pascale, on fait la shrita de l'année pascale. Puisque le temps de la shrita de l'année pascale commençait à Chatzot, à la mi-journée de la veille de Pessah, de là, nos sages ont appris que l'interdiction de manger le chametz commence à la mi-journée de la veille de Pessah. Et de là, tu comprends pourquoi chaque année, on a les deux horaires pour la veille de Pessah. Cette année, si Dieu veut, le vendredi, veille de Pessah, dans laquelle on te dit que tu as 11h30, on évite de manger du chametz, on arrête de manger du chametz, et à midi et demi, on doit brûler le chametz. Pour éviter ces différents horaires, un jour on fera tous ces détails, tous ces calculs, comment fonctionnent ces horaires, que les gens puissent éventuellement trébucher à boire ou consommer ou avoir du chametz en leur possession, s'il y en avait une transgression de la Torah. Les Chachamim ont décidé de devancer l'heure de 2 heures pour te donner à une certaine distance, une certaine, norme de sécurité, de s'assurer que quand va arriver le moment, tu vas éventuellement ne pas manger. La prochaine fois, on verra les détails, comment fonctionne tout ce calcul. C'est vrai que l'interdiction de bénéficier du chametz commence à partir de Chatzot, mi-journée de Pessah. Mais quand on parle de mi-journée,
C'est pas la mi-journée comme nous on a l'habitude d'appeler, on parle dans les termes halachiques qui sont Shaot Zmaniyot, qui veut dire les horaires en fonction du fait qu'on couple toujours la journée en 12 heures et la nuit en 12 heures. Et donc en été, tu as des heures qui durent 1h20, en hiver, tu as des heures qui durent 45 minutes. Et c'est ça quand la Torah elle te parle à partir de la mi-journée, 6 heures de jour, c'est pas forcément 6 heures sur la montre de 60 minutes, ça peut être 6 heures d'1h20, en 6 heures de 40 minutes, tout dépend en fonction de l'endroit et le lieu où on se trouve. Pareil, on n'a pas le droit d'avoir du chametz à partir de la moitié de la journée, de la mi-journée de la veille de Pessah, puisque la Torah te dit qu'au moment où éventuellement on a amené les sacrifices de l'année pascale, on ne peut pas avoir du chametz. Les Chachamim ont décidé de devancer le temps d'1 heure, et c'est pour ça qu'on a toujours ces 2 heures, 11h30, qu'on arrête de manger le chametz, midi et demi, on doit brûler le chametz. Ça ne veut pas dire que tu dois en manger jusqu'à 11h30, et tu dois le brûler à midi et demi. Tu peux très bien le brûler plus tôt, et tu peux bien arrêter d'en manger plus tôt. C'est juste que ça, c'est les horaires maximales. Ok, ils ne sont pas fixes, c'est pour ça que c'est important de regarder le Loar, de regarder les différents calendriers qui nous expliquent quoi et comment. Si tu veux, on peut rentrer dans les détails. Comment fonctionne ce système d'horaire, c'est très simple. Puisque la halakha, elle te dit qu'on peut manger du chametz les premières 4 heures de la journée. Et après, on te dit qu'il faut brûler le chametz jusqu'à la fin de la 5e heure. Vient Rambam et il te définit quelles sont ces 4 heures et quelles sont ces 5 heures. Il y a un grand débat dans les paskim, dans les différents décisionnaires. Est-ce que la journée commence au début du jour, au lever du jour, ou commence au lever du soleil? Et est-ce qu'elle s'arrête donc certains te disent c'est du lever du jour au lever des étoiles. Et certains te disent c'est du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ce qui rate ici le temps. Et la différence, le débat, c'est un débat qui peut parfois faire une différence entre 26 minutes ou 66 minutes, ça c'est ce qu'on parle en Israël, pour une avis, ou 28 ou 67 minutes pour un deuxième avis. C'est là la raison qu'on a les différents calculs, les différentes manières de calculer, d'après les paskim séfarades, ils vont d'après une avis, certains vont d'après la deuxième avis. Même dans les paskim séfarades, notre Rabbi Ovadia Yosef, le Rabbi de Chayliyahu, il y en a qui te disent qu'il vaut mieux prendre en compte la première avis, la plus rigoureuse. On va pas rentrer dans tous les détails, parce que c'est pas ce que les gens veulent savoir, et au contraire, s'il y a des questions, on pourra le revoir après. Passons au deuxième point pour aujourd'hui, qui est comment faire attention de ne pas manger du chametz. Comment faire attention de ne pas bénéficier du chametz. C'est-à-dire que si ça s'est mélangé, une quantité de chametz, même infime, même minime, dans tout ce qui est du manger, automatiquement, tout le manger est devenu interdit à la consommation pendant Pessah. Et c'est pour ça qu'on fait attention pendant Pessah à ne pas manger ou boire ou faire entrer dans la bouche du manger ou des boissons, même s'ils ont un grain de chametz. Et c'est pas seulement qu'on fait attention dans la préparation du manger, mais tout ce qui est autour du manger. Ne pas faire entrer quoi que ce soit de chametz dans le manger, même si c'est un chametz que tu ne vois pas à tes yeux. Et là, on va entrer dans les détails. Comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs éléments que tu manges, en règle générale, même si c'est pas du chametz, ils peuvent contenir à l'intérieur du chametz. C'est pour ça qu'on fait attention. On parle bien sûr ici de tout ce qu'on achète et pas des choses que tu prépares chez toi à la maison. De faire attention d'acheter des éléments qui sont cachers le Pessah avec une cacheroute fiable, qui soit cachère le Pessah. Bien sûr, si tu parles d'acheter des choses en vrac, qui ne sont pas emballées dans des sacs fermés, il faut s'assurer qu'il y a une cacheroute adaptée pour Pessah, sur ces choses qui sont en vrac. Et regardons les exemples. Tu as par exemple des éléments qu'on sait que toute l'année, ils sont chametz. Pessah arrive, ils font le même élément en te disant, là, il n'est plus chametz, il est caché pour Pessah. Il faut faire attention et s'assurer vraiment qu'on parle ici d'un élément, d'un produit, que effectivement pour Pessah, il a été fait caché à 100%, et c'est pas juste que des employés dans un magasin, on leur a livré par la poste des étiquettes, pour leur dire, mais caché le Pessah sur tel et tel produit, et par erreur, comme il se passe malheureusement par année, ils ont mis sur les produits qu'ils étaient faits d'avant Pessah. De l'autre côté, tu as des éléments qui sont tout le temps cachés le Pessah toute l'année. C'est malheureux de dire que des fois, tu as des gens, surtout des commerçants, qui arrivent 2 semaines, 3 semaines avant Pessah, après Purim, ils te prennent les mêmes produits qui sont vendus toute l'année, cachés le Pessah à un prix, mais le fait que maintenant ils sont rentrés dans le magasin pour Pessah, automatiquement il faut doubler le prix ou tripler le prix parce que c'est caché le Pessah. C'était caché le Pessah il y a 3 mois, que ce soit des yaourts, que ce soit des fromages, que ce soit des vins. Il y a tellement de produits qui sont cachés le Pessah toute l'année. Pas besoin parce que ça arrive Pessah, il faut forcément doubler le prix. Ça c'est une question que je n'ai pas de réponse. De l'autre côté, s'il faut faire les courses avant Pessah. Tu peux, si tu as où les magasins, tu peux très bien le faire. Peut-être qu'il y a une surveillance supplémentaire. Mais non, ils sont d'abord, ils sont pas fabriqués pour Pessah, ils sont fabriqués il y a depuis 2-3 mois. Prends des yaourts que tu vas acheter il y a 3 mois, ils sont déjà cachés à Pessah toute l'année. Le vin aussi, il n'est pas fait juste pour Pessah. Ils sont faits d'avant, d'accord. Mais on ne tolère pas la règle du 60e, donc ils sont encore plus rigoureux peut-être sur la Encore une fois, mais c'est pas vrai, parce que quelqu'un qui n'a pas acheté ça juste avant Pessah, quelqu'un qui les a achetés il y a 6 mois, il en a chez lui à la maison pour Pessah, il peut les manger ou pas? C'est sûr qu'il peut les manger, donc c'est caché à la Pessah à 100%, il n'y a pas de... Maintenant,
tu as beaucoup de produits, par exemple, qui n'ont aucun, on va dire, procédure de fabrication industrielle. Et on sait très bien qu'il n'y a aucune crainte d'avoir du chametz à l'intérieur. Par exemple, des fruits et des légumes. Pourquoi des fruits et des légumes tout d'un coup deviendraient pas cachés à le Pessah? Ou bien des œufs. On va rentrer sur le détail des œufs. Ou bien de l'eau minérale. Tout d'un coup, tu devrais avoir une eau minérale qui est cachée à la Pessah. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Parce que la personne qui a mis l'eau dans la bouteille avait un sandwich dans la main. Ça, c'est ce qu'on t'écrit à l'époque, oui, quand tu remontais à 300 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Parlons des œufs. Il y en a qui ont l'habitude de te dire qu'il faudrait laver les œufs, surtout quand tu es dans des endroits comme Nebra, je sais pas où. Parce que les œufs dans le poulailler, ils étaient avec des graines, ils étaient avec le blé. Montre-moi aujourd'hui un œuf qui est sale, comme j'ai vu des fois dans des fermes ou quoi que ce soit, dans des poulaillers, parce qu'il a traîné par terre avec du blé. De quel œuf tu as déjà vu des œufs pareils dans le commerce? Alors certains te disent qu'il faudrait les laver. Certains te disent, si tu laves les œufs, tu fais encore plus de casse-tête, parce qu'il y a des trous dans la coquille, tu fais rentrer que s'il y a du chametz à l'extérieur, il rentre à l'intérieur, plus les microbes, etc. Chez Chabad, on n'a pas l'habitude de laver les œufs. Les œufs sont propres en général, il n'y a pas besoin d'avoir un tampon dessus, ces œufs sont cachés à la Pessah. Pareil comme j'ai dit l'eau, etc. D'accord? Maintenant, à part faire attention de ne pas manger certains mangers ou certaines boissons qui pourraient éventuellement avoir du chametz mélangé à l'intérieur, il y a différentes coutumes. En faisant attention à certains mangers, certains types de mangers, là tu peux commencer à ouvrir ce qu'on dit la boîte de Pandore, qui est sans fin et sans limite avec ce que n'importe quelle communauté marocain, tunisien, algérien, on va voir quelques coutumes, qui est, tu peux devenir fou, parce que si tu commences à faire toutes ces coutumes, ou si tu veux danser sur tous les mariages, t'en finis plus. Prenons l'exemple de matzah Ashira qui est le plus connu, la matzah riche. Pas la matzah des riches, peut-être aussi, puisque une boîte de 500 grammes ou 300 grammes, ça va coûter 14,99 on va savoir, donc c'est sûr que c'est matzah. C'est ce que je dis à chaque fois, Betrabat chaque année, qu'on dit que la matzah, on l'appelle le lechem boni, le pain de misère, c'est le pain le plus cher. T'as jamais trouvé un demi-kilo de matzah shmura ou un kilo de matzah shmura cette année pour 29 euros. Tu te dis, c'est qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la farine. Qu'est-ce qui s'est déjà passé à l'intérieur? Tu peux prendre, je sais pas, des banettes, des baguettes, des choses les plus chères sur terre. Tu ne trouveras pas jamais quelqu'un qui te vend un kilo de baguette à 29 euros. Pourquoi un kilo de matzah? Peu importe, pas d'explication, à pas rentrer dans les détails. Doucement, ne pas casser. Hein? On la sort doucement. Sort doucement, déjà donc on envoie aujourd'hui 1000 matzahs dans 1000 familles. On envoie tellement de familles sur la Seine-et-Marne, on envoie un chronopost. Alors des fois, il y en a des gens qui ne sont pas contents, ils disent, on l'a reçu cassé. Je dis d'abord, c'est l'idée de recevoir la matzah pour le Pessah. C'est le cadeau. Deuxièmement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Même nous, quand on la reçoit, elle n'est pas forcément entière. La réalité, elle est, c'est quand tu ouvres un carton avec plusieurs matzahs à l'intérieur, pas forcément que tout est entier. Je dis, à part si toi-même tu vas à la fabrique, toi-même tu fais tes propres matzahs. Et même avec ça, le fait que tu en as mis 15 ou 16, pas forcément. Bref. Comme on l'a dit tout à l'heure, le composant majeur qui rend les choses chametz, qui fait que la farine, les céréales peuvent éventuellement fermenter, c'est l'eau. N'importe quel autre liquide, comme du jus naturel, du jus d'orange, jus de pomme, etc., ou des jaunes d'œufs, ce que d'après la halakha est appelé mei-perot, ne rend pas la farine chametz, ne va pas la fermenter d'une manière qu'elle devienne chametz. Une telle pâte, c'est appelé une matzah ashira, qui veut dire, elle n'est pas chametz, mais elle a un goût plus riche que la matzah tout court. La matzah tout court, elle est faite à base d'eau et de farine, alors que le reste, c'est pas fait à base d'eau et de farine, c'est fait avec beaucoup d'autres éléments. Une fois, je suis parti à l'hôpital pendant Pessah, visiter un malade. Chaque année, il y a des demandes d'amener à manger pour Pessah et de la matzah. Et c'était un endroit où il y avait des problèmes. C'était un service pour les diabétiques. Et le chef de service ne voulait absolument pas que je rentre à matzah. Il disait qu'il y a des problèmes de sel, problèmes de sucre, des gâteaux. Tu vois des gâteaux, tu dis, je dis, mais écoutez-moi, dans cette matzah, il n'y a absolument rien, il y a de l'eau et de la farine. Voilà, je ne parle pas de ceux qui ont des problèmes avec les produits de farine. Je n'ai rien. Je voulais absolument rien savoir. On a appelé le chef de service, le chef du bâtiment, qui l'a autorisé. J'avais la boîte d'Israël dans laquelle c'est écrit eau et farine, il n'y a rien d'autre, pas à la fin de la rentrée. Le problème de tous ces matzahs riches, qui sont faits à base d'autres choses, que beaucoup ont l'habitude de ne pas en manger pendant Pessah. Pourquoi? Parce que certains autres composants avec lesquels on fait ces matzahs pourraient éventuellement faire fermenter la matzah. Et c'est la raison pour laquelle on ne mange pas. On pourra parler 1 heure sur tout ce qui est la matzah riche, puis on verra ça la semaine prochaine. La différence avec ce que la Gemara Psachim, page 35b, te dit, que mei-perot et marmitzim, tout ce qui est des jus de fruits, tout ce qui est, je connais les autres composants qui ne sont pas de l'eau, ne peuvent pas fermenter. C'est-à-dire une pâte qui est pétrie dans, par exemple, des jus de fruits, même si c'est 1 heure dans les jus de fruits, ça ne pourra pas fermenter. Ça, c'est bien sûr quand tu mets que des jus de fruits, pas autre chose. D'accord? Quand tu ne mélanges pas d'eau, quoi que ce soit. Et là, je pense que c'est intéressant de s'arrêter dessus avant de rentrer à la matzah shrouya et tout le reste, la matzah trempée dans l'eau ou pas, pour comprendre c'est quoi cette matzah ashira. On va voir ici que la réalité, elle est qu'aujourd'hui, on ne fait pas vraiment ceux qui font des pâtes pareilles,
ils ne mélangent pas forcément que des jus de fruits, ils vont mélanger aussi de l'eau. Et donc l'eau qui est mélangée à l'intérieur peut éventuellement faire fermenter la pâte. Et c'est ce qu'il te dit Rambam. Rambam te dit par exemple, c'est dans les lois de Chametz et Matzah, 5 sortes de céréales, si tu les mets seulement dans des jus de fruits, sans eau, ils ne pourront jamais devenir, les déchimout, ils ne pourront jamais fermenter. Même si tu les laisses toute la journée dedans. Mais si c'est mélangé, et tu dis c'est quoi? C'est mes pérotes, par exemple du vin, du lait, du miel, l'huile d'olive, du jus de pomme, du jus de grenade, mais à condition que tu n'aies pas mis une goutte d'eau à l'intérieur. Alors que si tu as mis même un peu d'eau à l'intérieur, automatiquement ça devient chametz. Viens l'Agmara, elle continue en te disant, dans l'Agmara, dans Pessah, l'Agmara te dit, comme quoi on ne peut pas pétrir une pâte à Pessah dans du vin, dans de l'huile et dans du miel, et si tu l'as fait, Rabban Gamliel il te dit, il faut qu'elle soit brûlée, Chachamim il te dit, tu peux la manger. Viens t'asseoir. Seulement la question, a priori, on comprend que c'est beaucoup plus grave de pétrir une pâte dans du vin, de l'huile et du miel, plus que dans l'eau. Et c'est pour ça que les Chachamim te disent de ne pas le faire. Je ne comprends pas c'est quoi le problème. On vient de voir d'après Rambam qu'il n'y a pas de problème à l'intérieur. Tout la marloquette, tout le débat, c'est si tu l'as déjà fait. D'après Rabban Gamliel, il te dit c'est considéré comme du chametz. D'après les Chachamim, ils te disent tu peux la garder et la manger. Alors comment ça va avec la réalité, la règle qu'on a dit au départ dans l'Agmara, que mes perot et machmitzim, que tout ce qui ne sont pas du fruit, tout ce qui ne sont pas, je veux dire, tout ce qui ne sont pas de l'eau, ne peut pas devenir chametz. Une des deux, ou ça devient chametz, ou ça ne devient pas chametz. Si tu me dis que ça ne devient pas chametz, pourquoi l'Agmara te dit, Rabban Gamliel, il te dit, si tu as fait une chose pareille, tu dois les brûler. Qu'est-ce que c'est de brûler? On n'est pas ici dans l'extrême. Tu peux me dire, on ne va pas manger, c'est un risque de chametz. Pourquoi brûler comme si c'est lâcher de la pipi? Tosfot, il vient et t'amène ici un chidouche. Il apprend de ça ici une nouveauté en te disant qu'une pâte qui a été pétrie seulement sur des jus de fruits, qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est quoi ces jus de fruits, elle ne peut pas devenir fermentée, elle ne pourra jamais devenir chametz. Comme on a dit, parce que la halakha, elle te dit, la règle elle est que mes pérotes et marmitzim, quand tu as n'importe quelle pâte qui est mélangée dans tout ce qui est sans eau à 100%, ça ne pourra jamais devenir chametz. Par contre, s'il y a aussi de l'eau, et en plus de ça, tu as aussi des autres éléments comme du jus d'orange, jus de fruits, etc., bien sûr qu'elle va pouvoir devenir fermentée beaucoup plus grave qu'une pâte qui est seulement faite avec de l'eau. Parce que l'élément jus de fruits, ou tout ce qui sont les autres éléments, vont précipiter le processus de fermentation, et automatiquement ça va devenir chametz. Et ça, c'est la halakha qui est dans Shulchan Aruch de la même manière. Tu dis que les mets pérotes, si tu mélanges des jus de fruits, etc., avec de l'eau, ça fait fermenter la pâte beaucoup plus rapidement, et donc on n'a pas le droit de pétrir avec pendant Pessah. Et donc, de Shulchan Aruch, on voit qu'on te dit clairement que quand tu fais une matzah ashira, qui veut dire une matzah riche, sans chametz, sans eau, il n'y a pas de problème. Regardons maintenant les différences séfarades ashkenaz. Vient le Mahari qui a été l'auteur, si on peut dire, de tous les coutumes ashkenaz. Et lui, il te dit que tous ces maîtres, ils ont fait attention de ne jamais pétrir, de ne jamais faire une matzah ashira, une matzah riche, une matzah qui est faite à base d'autres éléments que d'eau. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut faire énormément attention de ne pas avoir même un peu d'eau à l'intérieur. Et à l'époque, c'est vrai que tu vas mettre par exemple du jus de raisin, mais les raisins, tu les rinces, il y a de l'eau dessus. Donc il peut avoir quelques gouttes d'eau. Automatiquement, tu commences à rentrer avec des problèmes. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui s'est mise à l'intérieur? Il a pas préféré ne pas en avoir. Pareil avec le laitage. Tu vas dire, je vais faire une pâte à beurre, avec du beurre ou avec du lait. Peut-être que ce lait était en contact dans les marmites avant de mettre le lait à l'intérieur. Il y avait des gouttes d'eau qui sont restées. Tu ne peux pas certifier à 100% qu'il n'y a pas eu d'eau à l'intérieur. Et donc, on ne prépare pas une matzah ashira pour les ashkenazes. Matzah riche. Le rameau, Moshe Issalas, il vient te dire qu'aujourd'hui, on a l'habitude de ne plus préparer une pâte de matzah qui est faite à base de mei perot, à base de tout ce qui sont ces différents éléments, sauf l'eau, et on ne change pas, sauf si c'est fait pour un malade ou une personne âgée qui ne pourra pas manger éventuellement cette matzah. On a ici deux coutumes. Les Sfaradim, ils vont d'après le Maran Bet Yosef, qui te dit qu'on peut préparer une matzah ashira. C'est ce qu'on a aujourd'hui, tous ces matzahs au vin, ces matzahs à l'eau, ces matzahs, je veux dire, au chocolat, on va savoir. Mais ils font énormément attention de ne pas mélanger de l'eau. Les Ashkenazes, ils viennent et te disent, on ne veut pas, quoi que ce soit, avoir à faire avec une matzah faite avec des jus, même si tu me dis c'est 100% jus, on ne peut pas savoir, peut-être qu'il y a eu quelques gouttes d'eau. Le Chida, je ne peux pas le soupçonner d'être un Ashkenaz. Le Chida vient te dire que on a l'habitude de faire des matzahs ashira, des matzahs riches, et on essaie de faire les matzahs avec ces différents éléments de manière la plus rapide possible. Ça veut dire que même les Sfaradim, ils ont pris sur eux la coutume de faire attention qu'une goutte d'eau mélangée dans le vin pourrait éventuellement rendre beaucoup plus rapide la fermentation de la pâte. Et donc on fait énormément attention
d'être beaucoup plus rapide quand on va préparer cette pâte, puisqu'on a cette crainte avec cette goutte d'eau qui pourrait éventuellement se mélanger, de les pétrir et de les mettre au four le plus rapidement possible, que là, ça on est garanti qu'elle ne va pas arriver à être en train de fermenter. Le Kaf HaChaim, il vient te dire de manière beaucoup plus grave. Tu dis aujourd'hui, chez beaucoup de Sfaradim, on a l'habitude de ne jamais faire de pâte mélangée dans différents fruits, jus de fruits, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que, à cause de certaines craintes qu'on a dit tout à l'heure, même si la majorité des Sfaradim ne sont pas d'accord avec cette vie. Tout le débat, bien sûr, c'est un débat quand il fait la matzah chez lui à la maison, qu'aujourd'hui presque personne ne fait. Mais quand on parle maintenant de tout ce qui est fait dans les fabriques, dans tout ce qui est fait dans l'industrialisation aujourd'hui, les problèmes sont beaucoup plus graves que si c'est fait à la maison. Pourquoi? Parce que d'abord, comme le Chida nous dit, dans une fabrique, pas forcément qu'on fait énormément attention à la rapidité, même quand on en fait. Deuxièmement, c'est difficile de dire qu'on va faire énormément attention, qu'on ne va pas mélanger une goutte d'eau à l'intérieur, même si tout le système de la fabrique, tous les tuyaux, toute la machinerie est totalement propre, qu'il n'y a pas de goutte d'eau, tu ne peux pas garantir à 100% qu'il n'y ait pas resté quelques gouttes d'eau par-ci et par-là quand on a lavé la machine. Deuxièmement, tu as aussi des éléments qui ne sont pas faits dans la fabrique. Par exemple, le jus de fruits, il n'est certainement pas fait dans cette fabrique, il est fait ailleurs. Va savoir si quand il a été fait dans l'autre fabrique, est-ce qu'il n'y a pas eu de l'eau qui a été mélangée dans les tonneaux, etc. Ou bien le jus d'orange. Pareil, les œufs, quand tu les fait dans un autre endroit, c'est exactement la même chose. Donc il te dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus. Après, quand tu rentres dans les types de gâteaux, aujourd'hui, on va mettre pas mal de produits chimiques, pas mal de produits de conservation, qui encore une fois, qui est tué pour me garantir à 100% qu'il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. Vers l'Agmara, elle te dit alors, est-ce que ces produits de fermentation sont chametz ou pas? L'Agmara, elle te dit, il est ça, je peux interdire, là on parle de l'Agmara, qui est Psachim 28b, je peux interdire seulement quand c'est devenu fermenté de soi-même. Si ça a fermenté à cause d'autre chose, je sais que c'est interdit. Parce que la Torah te dit, Kol Mahmet Satatochelu, n'importe quel produit qui est éventuellement fermenté, même si c'est pas à cause de lui-même, à cause d'autre chose, c'est aussi interdit. Ça, soit il vient et te demande, qu'est-ce qui est à cause d'autre chose? À cause de quoi? Si c'est fermenté à cause du levain, c'est ce que la Torah l'interdit. On te parle ici d'une matzah qui a éventuellement fermenté avec des résidus de vin ou tout ce qui est, tout ce qu'on a, qu'on appelle ça les conservateurs. Que automatiquement, d'après toi, soit il vient et te dit c'est un grand chidouche, d'après la halakha. C'est vrai que d'après tout ce qui est jus de fruits, les rabbins nous disent que ça ne peut pas fermenter, mais quand tu as des shmarim, des conservateurs de vin qui sont secs, automatiquement ça pourrait éventuellement fermenter. Et c'est pour ça que la Moazek vient et te dit que ça c'est 100% chametz. Concrètement, si on voit la conclusion de tout ce qu'on vient de dire, même pour les Bnei Sfarad, tous ceux qui veulent manger de la matzah ashira, ou faire de la matzah à base de jus de fruits, qui n'est pas à base d'eau, si ce n'est pas fait maison, c'est fait de manière industrielle, il y en a certains qui évitent. Aujourd'hui, te dire que ça n'existe pas dans le commerce, bien sûr que ça existe dans le commerce, et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir le din, et après chacun peut faire la khumra qu'il a envie ou pas. Bien sûr que si tu en as dans le commerce, dans lequel on te dit que c'est 100% caché le Pessah avec un tampon caché le Pessah fiable, comme on a l'habitude de dire, Yochlu anavim veizbao, que ceux qui veulent, ils mangent, qu'ils se rassasient, et qu'ils soient heureux, se rappeler que Pessah, c'est la fête de la liberté, et pas la fête de l'enfer pour certains. Terminons avec un autre point, on a encore 5 minutes aujourd'hui pour terminer ce chapitre, et qui est par rapport à tout ce qui est la matzah shrouya, la matzah trempée. La matzah shrouya, on sait que chez les Chassidim, chez Chabad et chez beaucoup d'autres, on a l'habitude de ne pas mettre aucun contact entre la matzah et des gouttes d'eau. Pourquoi? Tremper la matzah dans l'eau, de crainte ou dans du lait par exemple, où c'est éventuellement mélangé de l'eau, ou dans du vin, où c'est éventuellement mélangé de l'eau à l'intérieur, de crainte que sur la matzah il reste des fois de la farine, comme on peut voir à l'œil nu, qui n'a pas été bien cuit, et par ça qu'elle va être en contact avec l'eau, elle va pouvoir éventuellement fermenter et devenir chametz. Celui qui fait attention à ça, il fait aussi attention de ne pas cuisiner ou de ne pas pétrir quoi que ce soit avec de la farine de matzah écrasée, pour la simple raison que tu pourrais éventuellement avoir aussi cette farine sur le reste de la matzah. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils peuvent vouloir faire fermenter? Seulement de l'eau et pas des autres liquides. Maintenant, si quelqu'un fait attention, comme chez Chabad, à matzah shrouya, à ne pas tremper la matzah, rien ne l'empêche de mettre de l'avocat sur la matzah, rien ne l'empêche de mettre du fromage sur la matzah, puisque tout ça, c'est pas de l'eau. C'est le contact avec l'eau qui a un problème. Du jus de fruits que tu presses, 100% permis, c'est du jus de fruits à 100%, c'est pas de l'eau, etc. Seulement, la seule interdiction qu'on va faire, la seule, je veux dire, pas seulement interdiction, la seule prévention, ne pas mélanger avec de l'eau. D'où vient l'idée de matzah shrouya? On va parler aussi rapidement. D'où est venue la coutume de ne pas manger tout ce qui est la matzah mélangée avec de l'eau? Ça, c'est venu d'abord dans le Beth Midrash du Maggid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. D'abord, on avait décidé depuis le départ de ne jamais mélanger de la matzah qui est mélangée dans l'eau. Le premier qui a écrit, c'est le Shulchan Aruch Admor Hazaken, en te disant que même si c'est pas un issour total, je ne vais pas dire que c'est du chametz à 100%, parce que sinon comme ça, tu manges plus de matzot.
celui qui est mahmir, tavo à la bracha, et il te dit que celui qui va être rigoureux sur ça, il aura toutes les bénédictions. Et tu ne penses pas que c'est une khumra sans raison, la Morazaka te dit, parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de raisons et de logique dans ça. On a vu clairement, et on le voit jusqu'à aujourd'hui, je vois chaque année, que pas mal de matzot, ils restent dessus de la farine après que tu les as cuits. Et tu ne pourras pas dire qu'il n'y a pas de farine dessus. Maintenant, si tout le but de Khamet, c'est la farine en contact avec de l'eau, à ce moment-là, pourquoi là, il n'y aura pas de crainte, et dans les autres choses, il y a de la crainte, ça n'a pas de logique. Il y a de la crainte partout. Mais il te dit, il termine dans le Morazakin clairement, et Nimchot, il ne faut pas empêcher ceux qui sont mékil. Ceux qui ne font pas attention à cette farine qui est collée sur la matzah, et ils ont sur qui s'appuyer. Donc il te dit clairement, chez Chabad on est mahmir, quelqu'un qui ne veut pas être mahmir et qui veut tremper la matzah dans de l'eau, pas à la fin du monde. Ce n'est pas quelque chose qui va lui arriver. Mais comme la Rizal le dit, que Pesach, on essaie de faire toutes les khumrot possibles, mais la khumrot ne veut pas dire faire toutes les folies possibles. Khumrot veut dire de faire attention à être le plus rigoureux possible. C'est bien d'être rigoureux. Par contre, dans les jours de Pesach, on a l'habitude de tremper la matzah, même s'il y a de la farine dessus, parce qu'on n'est pas mahmir, etc., etc. On va entendre en parler. Pourquoi le dernier jour de Pesach, on change de tout Pesach, une des deux. Si c'est du chametz, c'est du du chametz. Si c'est un chash, une crainte de chametz, c'est du chametz, tout Pesach, même le dernier jour. On va entendre en parler après. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que la Noazaken est celui qui a révélé, si on peut dire, cette crainte, un nouveau problème qui existait dans ces générations-là. Parce que dans les autres générations, ils n'avaient pas forcément le même processus de faire les matzot comme on a aujourd'hui. Et ils faisaient attention à chaque détail, la matzah était beaucoup plus tendre, avec beaucoup d'eau, il n'y avait pas de crainte qui restait de la farine. Mais puisqu'on a commencé à faire attention à la rapidité, on a aujourd'hui, avec les minutes qu'on met pour faire la matzah beaucoup plus rapide que c'était fait à l'époque, pas forcément qu'on fait attention que des fois la matzah elle est sans farine, aujourd'hui on met de la farine sur la table pour pas que ça colle ou quoi que ce soit, donc ça peut rester. Bref, c'est comme ça qu'en Mezrich, et de là dans toutes les communautés des chassidiques, ils ont pris sur eux cette interdiction, et qu'on doit dire, pas seulement une interdiction grave de ne pas avoir de la matzah shrouya, de ne pas tremper la matzah. Avec ça, la Morazaka te dit que celui qui ne fait pas ça, il a sur qui s'appuyer. Donc il ne faut pas pour ça renvoyer sa femme de la maison pendant 8 jours, pour certains renvoyer son mari ou renvoyer ses enfants. Chez Chabad, on fait attention énormément à la matzah shrouya, qui veut dire ne pas tremper la matzah. Néanmoins, on sait très bien qu'il y a des lettres du rabbi dans quoi pour les enfants, on pourrait éventuellement être plus lésignant, on peut être plus léger, ce qui n'est pas la même chose avec ce qu'on appelle la matzah mechona, la matzah faite à la machine, qui est tout un autre débat. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est seulement l'eau qui fait fermenter. Si éventuellement il reste de l'eau sur la farine, c'est quelqu'un qui fait attention à la matzah shrouya, à la matzah mouillée, il pourrait très bien mettre des avocats dessus, mettre du fromage dessus, mettre n'importe quelle autre chose dessus. Et je parle de ça chaque année avec beaucoup de familles. Les gens, on n'a pas le droit de mouiller la matzah. C'est pas écrit mouiller la matzah, c'est écrit, tu n'as pas le droit de faire que la matzah soit en contact avec de l'eau, éventuellement s'il y aurait de la farine dessus. Tout ce qui n'est pas eau, on a vu tout à l'heure, mais perot et machmitzim, il n'y a pas de problème. Matzah mechona, d'où est sorti ce concept de matzah à la machine? Matzah à la machine, c'était les premières années, quand c'est commencé les machines automatiques pour faire des matzahs. Ça a commencé il y a environ 170 ans. Il y avait un grand débat entre les paskim, entre les différents décisionnaires. Est-ce qu'on mange le matzah fait à la machine? On ne peut pas manger le matzah fait à la machine. Les chassidim ont pris sur eux de ne pas manger, de s'éviter de manger les matzah fait à la machine jusqu'à aujourd'hui. Malgré que officiellement ça dépend d'un débat halachique vieux, long, on peut rentrer dans les détails après si tu veux. Néanmoins, on sait que les rabbins de Chabad, ils ont vu ça, c'est pas seulement un problème halachique, un problème spirituel. Le rabbi avait l'habitude de dire que même à nos enfants, ne pas donner la matzah faite à la machine en disant que la matzah représente, comme le Zohar nous dit, michla de même, nous tient du pain de foi, du pain de la émouna, et on ne veut pas avoir de la émouna faite à la machine, on préfère avoir de la émouna de la foi faite à la main. Est-ce qu'encore une fois c'est interdit? On ne peut pas dire que c'est interdit. Il y a aujourd'hui beaucoup de juifs dans le monde qui ont pu avoir seulement de la matzah faite à la machine. Mais c'est sûr que ça ne ressemble pas à la matzah avec laquelle nos parents, nos ancêtres sont sortis en sortant d'Égypte. Et c'est pour ça qu'au moins pour le Seder, on fait attention à la matzah qui est faite pas à la machine, à la matzah qui est faite à la main. On n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans tout ce qui est les légumineuses, les kitniot, sauf rappeler un point, on va en parler la semaine prochaine si Dieu veut. Les légumineuses, le grand débat qu'il y a aujourd'hui sur le quinoa, est-ce que le quinoa rentre dans la catégorie des légumineuses ou pas? Mais une chose est sûre, c'est un débat qui a commencé il y a 800 ans dans les communautés ashkénazes, au départ de s'interdire de manger après ça des plats de kitniot légumineuses, qui voulait dire tout ce qui sont les différents céréales, à part les 5 céréales qu'on a mentionnées tout à l'heure, qui peuvent éventuellement fermenter avec de l'eau, par exemple tout ce qui est le sarrasin, tout ce qui est le riz, tout ce qui est le maïs, les pois, les fèves, le hummus, certains diront le soja, certains diront le quinoa, pas pour tous. Et la raison, elle est
que ça aurait pu éventuellement bouleverser les gens, ne pas pouvoir faire la différence entre ces vraies céréales et ceux qui ne sont pas des céréales qui pourraient éventuellement en fermenter. Et c'est la raison pour laquelle chaque coutume et chaque communauté a ses différentes coutumes. Les Ashkénazes en général ne mangent pas de kitniot et tout ce qui pourrait éventuellement contenir à l'intérieur des kitniot. Les Sfaradim, dans leur grande majorité, on va dire, ils ne s'empêchent pas de manger, ça veut dire que c'est une mitzvah de manger un Pessah, juste des choses que tu ne manges pas toute l'année. Certains Sfaradim ont l'habitude de ne pas manger des kitniot secs et ils mangent des kitniot verts, comme les fèves, comme les petits pois qui sont frais. Et comme je dis, il n'y a pas non plus de détails de différence. On peut laisser ça pour tout un cours, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On verra si Dieu veut la prochaine fois, on rentrera dans les détails, beaucoup plus de détails. C'est quoi les kitniot? Comment respecter les coutumes des uns et des autres? C'est connu la fameuse histoire avec les enfants iraniens que l'Arabie a fait venir à New York, sauver à l'époque dans les années 70 beaucoup d'enfants d'Iran qui n'avaient pas comment faire le seder, qui n'avaient pas comment vivre. C'est le Rav Hecht à New York qui a fait une mission de sauvetage des avions entiers, qui a fait héliporter. Il a fait venir d'Iran à New York en mission secrète sur la demande du Rabbi Akronite, et qui s'est connu qu'en 1979, quand il y a eu la révolution du Shah, les islamistes radicaux ont repoussé le Shah, le roi d'Iran à l'époque, et le Rabbi a voulu faire sortir tous ses enfants pour l'Amérique. Ils sont arrivés dans l'organisation Chinuch Lanoah. Le soir du Seder, le Rabbi a demandé qu'il veut que les dirigeants de l'organisation, qui sont des Chassidim, Chabad, vont faire attention de ne pas manger des kitniot, puissent préparer du riz pour tous ces garçons et ces filles, pour qu'ils se ressentent comme à la maison pour le soir de Pessah. Et avant que le Rabbi aille faire son Seder le soir de Pessah, il avait l'habitude de passer chez eux, de visiter les différentes organisations incroyables qui organisent des Zarim. Il allait à la Yeshiva, il allait à la Machon Chana, qui est fait pour les balais de Tchouva, les filles qui reviennent à la Tchouva. Mais le Rabbi a voulu voir ce qui se passe chez eux. Et quand le Rabbi l'a vu, il est rentré dans la cuisine, il a dit: je voudrais voir où est la marmite de la marmite de riz qu'on a préparée pour ces différents enfants. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on aura la suite avec les différents autres composants. Donc on a dit, c'est quoi d'abord les kitniot? On verra aussi la suite, comment cachériser la cuisine pour Pessah. On verra qu'est-ce qu'il faut cachériser, quels sont les éléments les meilleurs, qu'est-ce qui est les choses les plus faciles à faire. On verra concrètement comment il faut faire, ça c'est Dieu la semaine prochaine. Et après ça, on avancera avec encore une fois les derniers éléments qui sont par rapport au Chametz, qui sont comment doit être fait le ménage pour Pessah. Je ne peux pas m'empêcher de terminer 5 cours. Premier cours qu'on fait sur le loi de Pessah, si tu veux, mardi prochain, la suite. La fameuse histoire, comme on vient de parler de la matzah trempée, qu'il y avait dans les années 40, le rabbi précédent, qui venait de sortir de Russie, ils ont sorti en 1940, arrivé aux États-Unis. À l'époque, il avait l'habitude d'avoir, comme le rabbi avait l'habitude jusqu'en 1971, 70 c'était la dernière année, d'avoir plusieurs invités à sa table du Seder. Il y avait un juif polonais, sans barbe, qui vient de sortir de la guerre, il faut se rappeler, dans les années 43, 44, aux États-Unis, et qui était invité à la table du Seder chez le rabbi précédent. Maintenant, tu as tous les autres qui étaient invités, c'était des vieux chassidim, des vieux disciples du rabbi, avec des barbes blanches, des vrais gens pieux. Et tout le monde est assis à table. Et ce juif polonais, il a sa coutume qu'il prend la matzah, il trempe dans le vin. Il fait un petit kiff, comme on dit, pourquoi pas, il va voir la matzah, en plus la matzah shmura de l'époque, il y a 70 ans, imagine-toi, je ne sais pas si c'est différent d'aujourd'hui. Et donc il décide de tremper, il préfère tremper sa matzah dans le vin, et il est tout content. Et les gens qui commencent à l'insulter. Tout le temps autour de la table. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, la matzah dans le vin? T'as pas honte? On ne met pas la matzah dans le vin, chez nous on ne trempe pas la matzah shrouya, c'est chametz, il faut tout jeter, va savoir ce qu'on a pu lui sortir. La seule chose qu'ils ont oublié, c'est que le rabbi précédent il est assis à table. Donc avec tous les respects qu'on te doit, que tu es un grand savant, que tu es un grand érudit, le rabbi précédent il est assis à table. Comme il y a des choses, ferme ta bouche, et il y a un rabbi, le rabbi il est là. S'il y a quelque chose à dire, le rabbi va le dire, qu'est-ce que tu es là pour faire des remarques? Et chacun commençait à s'en prendre à ce pauvre juif polonais, va savoir où il est tombé, chez ces extrémistes radicaux, Chabad, il s'est dit mais c'est pas possible. Et bien sûr que ça fait rougir devant tout le monde, mais qu'est-ce qu'il a fait, la matzah, le verre? C'est vraiment la foire totale. Tout le monde attend la réponse du rabbi précédent. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il y a beaucoup d'histoires sur le Seder, c'est une merveilleuse histoire. Le rabbi précédent, il attend que ça se calme, il était handicapé, etc. Le rabbi précédent qui répond en disant la fameuse phrase, rabbi Yitzhak en disant mieux avoir une matzah rouge qu'une figure rouge. Je veux dire, parfois dans la vie, il faut savoir, il n'a pas mangé du porc. Il n'a pas mangé du chametz. C'est sa coutume, il a l'habitude, c'est pas interdit. Je viens de te montrer comment le rabbi lui-même est parti dans la cuisine des enfants iraniens dans les institutions Chabad pour s'assurer qu'ils avaient du riz. Le rabbi est parti voir s'il y avait du riz. Tu vas me dire, quoi, dans ta cuisine, chez toi à la maison, faire du riz pour des gens pareils, comment est-ce possible?
C'est Khametz à 100%, on va savoir ce que les gens te sortent aujourd'hui. Rabbi il est parti voir s'il y avait du riz dans la cuisine pour ses enfants iraniens. Le précédent, il te dit, il vaut mieux avoir une matzah rouge qu'une figure rouge. C'est tellement riche cette phrase. Qui est-ce qu'on est pour faire honte à quelqu'un en public? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené un morceau de gâteau à table. Il a trempé la matzah dans le vin. On n'a pas l'habitude de le faire, je t'accorde, c'est pas Mina Kraval. En plus, il a fait ça sur la table du rabbi. C'est un juif polonais, c'est sa coutume. Laisse vivre. Par contre, il a fait ici une interdiction. Si Dieu veut, le cours sera rappelé sur l'application E-Torah, E-T-E-R-H. Voilà le premier cours merveilleux des doigts de Pessah. On peut déjà commencer à vendre le Khametz, n'oubliez pas, c'est important, on va le faire tout de suite. Et mardi prochain, on verra la suite, comme on a dit, avec les kitniot, nettoyage de la cuisine, quoi nettoyer, comment nettoyer. N'hésitez pas à les questions, vous pouvez envoyer en privé sur Facebook ou sur l'application E-Torah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.